on n'a plus d'industrie sanitaire nationale. On peut dire, bah oui, comme tout le reste de l'industrie, voilà, maintenant c'est mondialisé, donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, sauf que quand sur des problèmes comme ça de santé publique majeurs, on se retrouve à ne disposer que de nos propres forces, étant donné que chacun des pays qui a une partie de ces secteurs industriels liés au secteur sanitaire, je sais pas moi, les respirateurs, les masques, les produits de réanimation, les produits pharmaceutiques de réanimation, des choses comme ça, ceux qui en fabriquent et qui en ont besoin, ils l'utilisent pour eux. Pour les autres, ils attendent. Mais sauf que dans ces cas-là, normalement, justement, le but, c'est de ne pas attendre. C'est-à-dire de pouvoir réagir immédiatement. Eh ben, tu ne peux plus. Tu es dépendant industriellement de pays que tu n'as pas en main. C'est normal d'ailleurs, on n'a pas à avoir les Chinois en main. Hein. Donc on se retrouve sans les moyens de faire face à des problèmes urgents qui se traduisent en vie humaine en fait. Des pays très anciennement industrialisés, qui avaient un tissu industriel extrêmement dense, extrêmement efficace, extrêmement diversifié, maintenant se retrouvent en caleçon dès qu'il y a un problème un peu massif. Bon, et ça c'est parce qu'il y a une crise sanitaire, mais en réalité c'est également un problème d'emploi, voilà, c'est-à-dire les classes populaires qui dépendent le plus directement de ce genre d'emploi se retrouvent dans un chômage de masse. Voilà, l'industrie est le premier fournisseur d'emplois pas trop qualifiés, bien payés. On est fragile au niveau social parce qu'on s'est désindustrialisé alors qu'on continue de consommer l'industrie plus que jamais. On est fragile au niveau environnemental et écologique puisque toutes les belles choses qu'on voudrait réaliser, étant donné qu'on a délocalisé la production des produits qu'on consomme, à la limite, ces beaux rêves, ça concerne précisément ceux qui sont en dehors de nos communautés politiques, c'est-à-dire en dehors de ce qu'on peut et veut décider. Si on veut limiter le coût écologique des produits qu'on consomme, on n'a plus qu'à demander poliment aux Chinois qu'ils arrêtent de polluer, puisque c'est eux qui nous fabriquent ce qu'on consomme. Les crédits qu'on nous vend habituellement, c'est de dire oui, mais grâce à ça, les choses sont moins chères. Grâce à quoi ? Grâce à la division internationale du travail, par exemple le fait que nos médicaments soient faits en Asie, du coup ils coûtent moins cher, puisqu'on ne paye pas les gens là-bas. C'est un problème en fait, c'est pas un atout. Effectivement, les Chinois sont beaucoup moins payés que nous pour faire le même type de boulot. Les travailleurs chinois, ça les coince dans des emplois sous-payés, non pas des emplois sous-qualifiés. Au début, c'était sous-qualifié, mais des emplois sous-payés. Et l'économie chinoise, au lieu, alors ça correspond quand même à 1 milliard d'habitants, c'est pas plus d'1 milliard d'habitants, c'est pas une paille. Ils ont largement de quoi construire un marché intérieur. Donc, plutôt que d'aider les travailleurs chinois à être leurs propres consommateurs, à travailler pour les consommateurs chinois, eh bien non, ils travaillent pour les consommateurs occidentaux à la condition qu'ils restent sur des salaires inférieurs. C'est-à-dire que c'est une trappe à sous-salaire. Donc on n'aide pas du tout les Chinois à se développer en leur faisant fabriquer tout ce qu'on consomme nous. On coince l'économie chinoise alors qu'ils pourraient avoir déjà un marché intérieur gigantesque. Ça fait déjà 30 ans qu'ils devraient avoir des salaires largement supérieurs et ils ne les ont toujours pas parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui les consomment, leurs produits, majoritairement. On passe le relais à des pays qui ont le droit aussi de se développer et donc voilà, c'est chacun son tour. L'économie ne fonctionne pas comme ça. Les croissances intérieures fondent la croissance du commerce international. C'est pas quand
quand les États-Unis ils commencent enfin à baisser, que enfin l'Afrique peut commencer à baisser. C'est pas comme ça que ça marche. À partir du moment où on acceptait que ce soit eux qui le donc construisent... là, on abandonne des choix industriels, des choix politiques. Et... Ils le fabriquent à leurs conditions. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils le fabriqueraient à nos conditions, ça ne nous intéresserait plus du tout parce que ça serait infiniment plus cher. S'ils avaient les mêmes contraintes sanitaires, sociales, environnementales, fiscales, tout simplement, ça coûterait le même prix qu'ici. C'est simple, voilà, ça nous coûterait même encore plus cher parce qu'il y aurait le transport en plus à rajouter. Donc ça n'aurait pas de sens en fait. Ça n'a du sens que parce que c'est perverti. Ce qui fait que ces différentiels structurels n'ont aucune raison d'être. C'est-à-dire devraient nous poser problème. On devrait dire non, on ne va pas acheter un produit chinois à partir du moment où ils n'ont pas d'impôts, pas de salaire, aucune contrainte environnementale. Ça veut dire que finalement c'est eux qui subissent la pollution que nous on ne veut pas ici. Je veux dire, ça n'a aucun sens moralement, socialement, écologiquement, politiquement. Ça devrait nous choquer. Toutes ces disparités devraient nous choquer, une par une. Et c'est pour ça que c'est produit là-bas. Alors, on arrive à avoir bonne conscience avec ces trucs-là qu'avec cette raison rebattue. Ben oui, mais c'est parce que c'est pour qu'ils puissent se développer. Ils n'ont pas du tout besoin de ça pour se développer. Ils n'ont pas besoin de nous pour se développer. Ils n'ont pas besoin de notre demande pour se développer. Encore une fois, ils sont à 1 milliard. Encore, la Suisse, on se dit, ok, mais là, on n'est pas en Suisse, on est en Chine. Donc, au niveau marché intérieur, ils ont qu'à se baisser quand même. Non, on leur rend pas service. C'est une trappe à sous-salaire qu'on est en train de fabriquer en Chine. On ne devrait pas en être fier. Évidemment que si l'industrie a été délocalisée en Chine, c'est juste parce que ça augmente les profits. Ça ne fonctionne qu'à partir du moment où les gens sont sous-payés. C'est un problème en Corée du Sud, comme en Chine, comme ici. Pourquoi? Pour quel gain? Aucun. Parce que les choses coûtent moins cher. Mais allez expliquer ça aux chômeurs. Ça nous fragilise matériellement, en fait. Ce qu'on consomme, ce qu'on fait, dépend de facteurs qui sont en dehors de notre portée. Ça nous fragilise. À partir du moment où on n'a plus la maîtrise de ce dont on dépend pour se reproduire matériellement, on devient esclave de forces extérieures. Alors comment tu fais pour rendre de nouveau cohérent au sein d'une même entreprise une chaîne de valeur qui a été si fragmentée au niveau mondial? Oui, c'est vrai, mais enfin, je veux dire, on est passé d'une économie relativement intégrée nationalement, relativement, ça a toujours été international, mais relativement intégrée au niveau national, aux chaînes de valeur mondialisées en à peu près 30 ans de division internationale du travail. Ma foi, on peut retourner à un État beaucoup plus autonome nationalement de la chaîne de valeur en maximum 30 ans. Ces choses-là doivent se faire de manière progressive, de toute façon. Donc c'est tout à fait faisable. C'est pas faisable immédiatement. Et alors, c'est faisable. Et s'il faut le faire, il faut le faire. Et donc on le fera au rythme que ça prendra. C'est-à-dire que ça s'appelle la politique de substitution des importations. Donc tant qu'on n'est pas capable de fabriquer nationalement des produits industriels de base, on les importe. Et au fur et à mesure qu'on est capable de les fabriquer, on les importe plus. C'est pas très... Le plan n'est pas très complexe en fait, au niveau, il est évidemment complexe à réaliser dans les faits, mais enfin je veux dire la logique est assez basique. D'ailleurs, je constate que les mêmes qui disaient non, c'est trop tard, c'est une espèce de comme ça de téléologie, c'est-à-dire de trucs de destin en fait. On transforme des choix institutionnels en destin planétaire. Mais c'est pas un destin grec. On a délocalisé, on relocalise.
c'est vrai que ça ne s'improvise pas, que ce sont des stratégies de long terme et qui sont donc globales, où il y a des tas de secteurs imbriqués qui doivent être mis en mouvement dans une même direction. Et c'est ce qu'on a fait pour la mondialisation. On a démantelé tous les secteurs systématiquement. À la limite, à mon avis, c'est plus compliqué de mondialiser que de démondialiser. Parce qu'il fallait désintégrer la cohérence d'entreprises, de grandes entreprises, particulièrement intégrées, c'est-à-dire où il y avait toute la chaîne de la production intégrée que faisait de A à Z une entreprise qui devenait une espèce de petite économie interne à elle toute seule, avec une équipe qui maîtrisait l'ensemble de tous ces process très différents les uns des autres, avec des équipes, des savoir-faire, des habitudes, des réseaux complexes qui s'étaient bâtis sur ce type de logique. Quand il faut démanteler tout ça pour en faire autant de sous-traitants, de filiales dans le monde entier, mais tout de même de manière intégrée, avec les mêmes capitaux en amont, avec des capitaux d'ailleurs changeants, avec une fois qu'ils sont informatisés puis et rendus totalement fluides et totalement mondialisés. Bon, ça veut dire que tu peux changer de propriétaire en 2 secondes. En réalité, tout ça est une complexité ébouriffante. Mondialiser était certainement plus complexe et plus ambitieux que de démondialiser. On a été capable de le faire. Ça n'a posé de problème à personne, alors que pourtant ça a été des énormes sacrifices sociaux, fiscaux, de stabilité économique. Les seuls trucs qui baissent, c'est les trucs d'électronique grand public et d'électroménager, et chômage de masse. Super comme gain, enfin je veux dire, en réalité le compte n'y est pas.